La dernière fois, je vous avais parlé d'une question qui occupe une place tout à fait centrale dans le travail de Wigman, c'est la question de savoir dans quelle mesure un changement survenu dans une science peut conduire à une décision, peut conduire à un choix entre les différentes philosophies des sciences qui se proposent en rapport avec la science en question. Et il y a une autre question plus générale qu'on peut se poser, c'est dans quelle mesure les changements intervenus non pas dans telle ou telle science, mais dans les sciences en général, sont-ils susceptibles de conduire à une décision concernant les questions de théorie de la connaissance. Et je vous avais indiqué déjà à différentes reprises que la réponse de Wigman à ces deux questions est négative. Alors, je crois me rappeler que plusieurs d'entre vous m'ont demandé la dernière fois ce que c'était exactement qu'une preuve apagogique. L'expression est utilisée dans un des passages de Wigman que je vous ai cité. Alors, bon, je peux donner une explication très brève. L'expression preuve apagogique provient d'Aristote. Aristote utilise l'expression apagogé eisto adynaton, c'est-à-dire littéralement réduction à l'impossible. Alors, dans l'usage qui en est fait habituellement, l'expression preuve apagogique est à peu près synonyme de réduction à l'absurde. Ça correspond à une façon de démontrer une proposition qui consiste non pas à démontrer directement la proposition elle-même, en ce cas-là on parlerait de preuve ou de démonstration directe, mais à démontrer une proposition en montrant que sa négation implique une contradiction. C'est ça qu'on appelle une preuve apagogique la plupart du temps. Enfin, il y a d'autres usages qui sont faits de cette expression preuve apagogique, mais sur lesquels je ne vais pas m'attarder. Alors, pour un mathématicien classique, l'usage des preuves indirectes ne pose pas de problème sérieux, mais ce n'est pas du tout le cas pour un mathématicien intuitionniste, pour un mathématicien qui a adopté le point de vue intuitionniste, parce que supposez que vous vous interrogiez sur une proposition du type il existe x tel que p d'x, à savoir la question de savoir s'il existe ou non dans la suite des entiers naturels un nombre n qui possède une certaine propriété p. Supposez que vous ayez à démontrer une proposition de cette sorte. Alors, il y a une façon de procéder qui peut se révéler dans certains cas tout à fait utilisable, c'est celle qui consiste à démontrer que de la négation de cette proposition, c'est-à-dire non existe x tel que p d'x, on peut déduire une contradiction. Donc, si on peut déduire une contradiction de non existe x tel que p d'x, et si on est un mathématicien qui a des dispositions de l'espèce classique, on conclura sans hésiter à la vérité de la proposition il existe x tel que p d'x. Mais cette démonstration, qui est une démonstration encore une fois indirecte, donc présente un inconvénient majeur aux yeux des intuitionnistes, c'est qu'elle n'est pas constructive en ce sens qu'elle ne nous fournit pas de moyens de construire et d'exhiber effectivement un nombre n donné qui aurait la propriété P. Tout ce qu'elle nous indique, c'est qu'il y en a un et dans le il y a doit être interprété de façon non constructive. On n'a pas les moyens d'obtenir à partir de la démonstration un exemple précis d'un nombre naturel qui posséderait la propriété P. Alors, si vous voulez, du point de vue intuitionniste, si vous réussissez à déduire une contradiction de l'hypothèse de la négation de la proposition, c'est-à-dire de non-existe x tel que p d'x, tout ce que vous avez démontré, c'est cette proposition-ci. Non, existe x tel que p d'x, donc vous avez démontré ça, mais vous n'avez pas démontré cette proposition-ci, et ces deux propositions donc, ne sont pas équivalentes, puisque les intuitionnistes n'acceptent pas l'équivalence non existe x tel que p d'x équivaut à existe x tel que p d'x. Alors la raison, je ne me souviens plus du passage où il était question de ça, mais la raison pour laquelle Wigman il fait allusion, c'est que pour un intuitionniste, et comme j'ai déjà eu l'occasion de l'indiquer, il classe Kant dans la catégorie des intuitionnistes, non pas seulement pour ce qui concerne la philosophie des mathématiques, mais également de façon générale. Je vous indiquerai plus tard à quoi ça correspond. Donc la raison pour laquelle cette question est importante, c'est que Wigman parle, si je me souviens bien, d'un ajustement entre les constructions et les démonstrations apagogiques. Vous voyez pourquoi il y a un problème. Un intuitionniste est obligé de se demander quel usage il peut faire exactement des démonstrations apagogiques, puisque, en principe, lui, il exige la constructibilité. Sa philosophie repose sur le principe selon lequel on doit toujours
en mathématiques et en particulier en matière de démonstration exigée. On doit exiger des procédures de démonstration qu'elles nous fournissent les moyens de construire effectivement l'objet. Donc, c'est une exigence à laquelle la preuve apagogique ne satisfait pas. Bon, je vais laisser la question. Je vais laisser là cette question-là pour le moment. J'aurai d'ailleurs peut-être l'occasion de vous en reparler plus tard. Alors, je vais revenir au problème que j'avais évoqué en terminant. J'avais distingué en ce qui concerne la question de la légitimité et de la validité d'une philosophie des mathématiques comme l'intuitionnisme. J'avais distingué deux aspects bien différents du problème. Il y a la question de la validité globale et de la pertinence globale d'une philosophie des mathématiques comme l'intuitionnisme, c'est-à-dire est-ce qu'on peut, sur la base de principes philosophiques comme ceux de l'intuitionnisme, réussir à construire une philosophie des mathématiques satisfaisante, c'est-à-dire qui rende compte autant que possible de toutes les parties des mathématiques d'abord et ensuite de tous les aspects des mathématiques. Et puis il y a une autre question qui est tout à fait différente, c'est la question de la pertinence locale, c'est-à-dire il semble peu contestable que pour certaines parties ou certaines branches des mathématiques, l'intuitionnisme fournit des possibilités de reconstruction qui sont tout à fait satisfaisantes. Et je vous avais indiqué en terminant, vous avez le texte sur l'écran, que Hilbert lui-même le reconnaissait sans aucune difficulté dans le livre qu'il a publié avec Paul Bernard, donc Fondement des mathématiques. Il dit ceci: en ce qui concerne la possibilité d'un fondement finitiste direct de l'arithmétique, dans une extension suffisante pour les applications pratiques, ceci a été montré par les recherches de Kronecker et de Brouwer. Kronecker, qui a été le premier à faire valoir les exigences du point de vue finitiste, en venait à exclure partout des mathématiques les méthodes d'inférence non finitistes. Dans la théorie des nombres algébriques et des corps de nombres, il est parvenu à son but, c'est qu'ici, on réussit même à tenir le point de vue finitiste de telle façon qu'il n'est rien d'essentiel des théorèmes et des méthodes de preuve à quoi il faille renoncer. Donc il y a incontestablement des parties des mathématiques pour lesquelles il est tout à fait possible d'adopter le point de vue finitiste sans rien perdre. C'est sur ce fait que Hilbert attire l'attention. Bien sûr, ça laisse entière la question de savoir ce qu'on va faire avec les parties des mathématiques pour lesquelles ce n'est pas possible. Est-ce qu'il faudra faire le choix d'amputer les mathématiques de ces parties problématiques? C'est ce que font les intuitionnistes. Il y a des parties de l'analyse qu'ils sont tout à fait disposés à sacrifier, qui sacrifient d'ailleurs effectivement. Alors, est-ce qu'il faut sacrifier ces parties-là, ou est-ce qu'il faut se résigner, si on peut dire, à adopter, au moins pour ces parties supplémentaires, en quelque sorte, un point de vue philosophique différent? Voilà le genre de questions qu'on est amené à se poser. Alors, il faut ajouter à ce que dit Hilbert, c'est qu'il faut ajouter que l'application du point de vue finitiste, là où elle s'est révélée possible, non seulement ne nous a rien fait perdre, comme il le remarque, mais a pu, dans certains cas, nous faire gagner également quelque chose d'important d'un point de vue proprement mathématique. En effet, les démarches qui restent jusqu'au bout constructives apportent un supplément d'informations par rapport à celles qui ne le sont pas. Wieman lui-même, comme je vous l'ai dit, ne suggère en aucune façon que les mathématiques ont choisi entre l'intuitionnisme et le réalisme, même si on peut avoir l'impression qu'elles l'ont fait. La question se pose effectivement de savoir s'il est possible de généraliser ce qu'il affirme à la philosophie de la connaissance elle-même et de considérer que l'histoire d'une connaissance, par exemple l'histoire de la connaissance mathématique, sélectionne les idées que les philosophes ont pu se faire à un moment ou à un autre à son sujet, et si la sélection est susceptible de constituer un critère de validité pour elle. C'est-à-dire, est-ce que l'évolution des connaissances, l'évolution historique des connaissances effectue réellement une sélection entre les idées philosophiques concernant les dites connaissances, et est-ce que cette sélection peut être considérée comme constituant un critère de validité pour les idées qui se trouvent avoir été sélectionnées? On peut avoir, me semble-t-il, des doutes sérieux sur la possibilité de répondre de façon positive aux deux questions que cela implique. Il s'agit des deux questions suivantes. Premièrement, l'histoire d'une connaissance effectue-t-elle réellement un tri entre les différentes philosophies qui ont été construites pour rendre compte de cette connaissance? Et la deuxième question est, si un choix a été effectué dans les faits, peut-il être considéré comme un critère qui permet de valider ou d'invalider les philosophies en question? Pour commencer, on peut très bien avoir l'impression que la science a effectué le tri alors qu'en réalité, il n'en est rien.
Et deuxièmement, il ne va pas de soi que les choix effectués par la science puissent être utilisés comme un critère suffisant pour départager les philosophies et soient en mesure de s'imposer à la philosophie elle-même. Les mathématiques ne peuvent pas, en tout cas pas sans l'aide d'une philosophie, décider, par exemple, en faveur du réalisme contre l'intuitionnisme. Et même si Villemin s'est décidé à opter lui-même finalement pour le réalisme, il se garde bien d'affirmer que les mathématiques, y compris en y incluant le résultat mathématique qui peut être considéré comme le plus important de ce point de vue, à savoir le théorème de Gödel, il se garde bien donc d'affirmer que les mathématiques sont en mesure d'imposer un choix de cette sorte, c'est-à-dire le choix du réalisme contre l'intuitionnisme. Et il est évident qu'il faut de toute façon, bien qu'on l'oublie, me semble-t-il, assez souvent, il faut de toute façon éviter de confondre deux affirmations bien différentes. La première étant la science a tranché, et la deuxième, les représentants de la communauté scientifique dans leur majorité ou dans leur ensemble considèrent qu'elle l'a fait. Ce n'est pas du tout la même chose d'affirmer ces deux choses. Dire la science a tranché n'est pas du tout la même chose que dire les scientifiques pensent qu'elle l'a fait. Ils peuvent très bien avoir là-dessus une appréciation qui est plus ou moins erronée. Un exemple typique qu'on peut donner de la nécessité de faire une différence entre ces deux choses, donc entre dire la science a pris sa décision et les représentants de la communauté scientifique dans leur ensemble pensent qu'elle l'a fait. Un exemple donc de la nécessité de faire une différence entre ces deux choses, auquel Villemin a accordé une attention particulière, est celui de la façon dont la majorité des scientifiques à la fin du XIXe siècle, et encore beaucoup plus tard, avaient tendance à regarder comme réglée de façon définitive, aussi bien en physique qu'en logique, la question de savoir s'il peut ou non y avoir des jugements synthétiques a priori. Donc cette question a été considérée à un moment donné comme à peu près réglée. C'est une question sur laquelle Villemin, dans le livre que j'ai déjà eu l'occasion de citer, donc l'intuitionnisme kantien, une question sur laquelle il insiste particulièrement, qui est effectivement une question très importante. Alors, à titre d'exemple, vous remarquerez que les philosophes du cercle de Vienne considéraient comme établi que, contrairement à ce que croyait Kant, la science ne comporte pas de propositions synthétiques a priori. D'après eux, il était plus ou moins établi qu'il n'en existe ni en mathématiques, ni en physique, ni où que ce soit. Or, comme on a pu s'en rendre compte par la suite, que cette question ait été considérée majoritairement comme réglée ne signifiait pas que la question l'était effectivement. Elle ne l'était en réalité nullement et ne l'est toujours pas. On peut du reste hésiter, comme je l'ai dit, non seulement sur la question de savoir si la science elle-même a rendu son verdict, mais également sur celle de savoir s'il doit être accepté sans discussion par la philosophie. Si les mathématiciens intuitionnistes avaient pensé que la réponse à la deuxième question doit être dans tous les cas positive, c'est-à-dire s'ils avaient pensé que le verdict de la science considérée doit être accepté automatiquement par la philosophie, alors, s'ils avaient pensé cela, ils se seraient gardés de formuler contre les mathématiques classiques une critique qui est de nature essentiellement philosophique et qui a trait à la possibilité de conférer une signification réelle à des propositions problématiques qui étaient pourtant acceptées et utilisées sans réticence par les mathématiques classiques. Et ils se seraient contentés d'accepter simplement des méthodes et des pratiques qui étaient en train de s'imposer et qui semblaient même s'être imposées déjà largement à la communauté mathématique. Donc, il constitue, si vous voulez, le plus bel exemple qu'on puisse donner de gens qui n'ont pas du tout considéré que le point de vue de la science, de leur science en l'occurrence, les mathématiques, devait s'imposer automatiquement à la philosophie. Encore une fois, la critique qu'ils formulent contre les mathématiques peut être considérée comme une critique essentiellement philosophique. On se tromperait néanmoins sérieusement si on croyait, comme on le fait souvent, que les intuitionnistes ont simplement commis l'erreur de placer les mathématiques sous la juridiction d'une instance extérieure, en l'occurrence celle de la philosophie, et ont essayé de soumettre la pratique mathématique à des contraintes et à des restrictions venues d'ailleurs et que rien ne l'oblige à accepter. C'est précisément une objection qui est assez fréquemment formulée contre eux. Des gens qui pensent que la tâche de l'épistémologie ne consiste pas du tout à formuler des interdits ou des restrictions de quelque nature que ce soit, et surtout pas des interdits de nature philosophique, et prouvent en général des réticences sérieuses à l'égard de l'intuitionnisme, et lui font précisément ce reproche d'avoir s'être permis de
de soumettre les mathématiques à la juridiction d'une norme extérieure, en l'occurrence philosophique. En fait, on peut aussi estimer que c'est presque exactement le contraire de cela qui est vrai dans le cas de l'intuitionnisme. Dummett me semble avoir raison de remarquer que ce qui est caractéristique de l'intuitionnisme est justement le fait de considérer que les mathématiques ne devraient pas avoir besoin d'un fondement ou d'une justification, que ceux-ci soient empruntés à la philosophie ou à une autre source. La connaissance mathématique devrait, selon eux, dans tous les cas, être capable de contenir en elle-même sa justification et d'exhiber ses propres titres. Il ne faut évidemment pas oublier que l'intuitionnisme se situe dans la lignée des philosophies de l'évidence, et évidemment, qui dit évidence dit autosuffisance. Le seul critère, finalement, qui prime tout et qui l'emporte sur tous les autres, c'est l'évidence mathématique elle-même. Et là où il y a un problème, il y a un problème au moment où l'évidence ne semble plus tout à fait réelle ou tout à fait suffisante. À ce moment-là, il se pose un problème de justification, mais d'après les intuitionnistes, il ne devrait pas s'en poser. C'est-à-dire que ça oblige précisément à reconsidérer sérieusement les mathématiques telles qu'elles se présentent. Et vous remarquerez que les intuitionnistes ne comptent pas plus pour fonder les mathématiques sur le succès avec lequel elles ont été appliquées aux sciences de la nature et aux sciences en général, ce qui est une chose dont ils ne font pas grand cas. Ils ne comptent pas plus donc, sur les applications faites des mathématiques en dehors des mathématiques. Ils ne comptent pas plus là-dessus qu'ils ne comptent sur la logique ou sur quoi que ce soit d'autre. Alors, Dummett, à ce propos, dit ceci. L'intuitionnisme a pris le fait que les mathématiques classiques semblaient avoir besoin d'une justification, non pas comme une incitation à construire une justification de cette sorte, directe ou indirecte, mais comme un signe que quelque chose n'allait pas dans les mathématiques classiques. Donc ils ont pris ça comme un indice du fait qu'il allait falloir les réformer sérieusement. D'un point de vue intuitionniste, dit Dummett, les mathématiques, quand elles sont effectuées correctement, n'auraient pas besoin d'une quelconque justification venue de l'extérieur, un contrefort sur le côté ou un fondement en dessous. Elles porteraient leur propre justification sur leur visage. Et encore une fois, le seul critère déterminant quand des questions de justification se posent, c'est pour les intuitionnistes l'évidence. Puisque, ce qui est une façon de dire que les questions de justification ne devraient pas du tout se poser, puisque les mathématiques classiques étaient de façon patente dépourvues de ce caractère, c'est-à-dire inaptes à porter, comme dit Dummett, leur justification sur leur visage, puisque les mathématiques classiques étaient de façon patente dépourvues de ce caractère, ce qu'il fallait faire n'était pas les étayer, mais les reconstruire. Et c'est ce qu'ils ont fait. Alors, ce qui est contestable pour les intuitionnistes dans les deux options rivales, le réalisme mathématique et le formalisme, est précisément le fait de fragiliser l'édifice mathématique qui devrait être capable de se tenir debout par lui-même. Donc elle fragilise le réalisme mathématique et le formalisme ont pour effet de fragiliser l'édifice mathématique en le faisant apparaître comme ayant besoin d'un fondement, philosophique ou autre, un fondement qui a toutes les chances de se révéler encore plus fragile que ce qu'il est censé supporter. Il est important d'apporter ici une précision qui sera utile par la suite sur l'usage que Villemin fait dans sa classification des systèmes philosophiques du terme intuitionnisme, dont vous vous êtes peut-être déjà rendu compte qu'il fait un usage passablement, un usage assez général, en tout cas un usage très élargi. Il s'explique sur cette question, sur l'usage qu'il fait du terme intuitionnisme, de la façon que voici dans le passage que vous avez sur l'écran. Je donne, dit-il, au mot intuitionnisme un sens voisin de celui qu'il a reçu en philosophie des mathématiques. Donc oui, c'est un sens voisin, mais considérablement élargi. Un mathématicien est dit intuitionniste quand il requiert d'une preuve d'existence qu'elle fournisse un moyen de construire l'objet. C'est le problème que j'évoquais tout au début. Donc un mathématicien est dit intuitionniste quand il requiert d'une preuve d'existence qu'elle fournisse le moyen de construire l'objet. De même, un philosophe est intuitionniste au sens utilisé dans ce livre, il s'agit de l'intuitionnisme kantien, donc un philosophe est intuitionniste au sens utilisé dans ce livre quand il requiert des objets de la connaissance qu'il fasse voir quelle méthode les rend légitimes. Donc ils doivent en quelque sorte porter leur mode de construction sur leur propre visage, si on peut dire. Ils doivent montrer par eux-mêmes de quelle façon ils ont pu être
de quelle façon on a pu parvenir à les connaître. Les mathématiciens intuitionnistes se disputent sur la nature et la limite des constructions admissibles. De même, les philosophes intuitionnistes se disputent sur la nature et les limites des méthodes de la connaissance. C'est ce qui vous explique pourquoi Villemin considère par exemple que Épicure, Descartes et Kant sont trois exemples tout à fait typiques de philosophes intuitionnistes. Ils le sont au sens qu'il choisit de donner aux mots et qui est expliqué dans le passage que je viens de vous lire. Les philosophes intuitionnistes, donc les mathématiciens intuitionnistes, se disputent sur la nature et la limite des constructions admissibles en mathématiques. De même, les philosophes intuitionnistes se disputent sur la nature et les limites des méthodes de la connaissance. Comme je viens de vous le dire, donc Descartes et Kant sont des philosophes typiquement intuitionnistes, mais Épicure l'est aussi pour des raisons sur lesquelles nous aurons à revenir. Alors, le point de vue intuitionniste, compris comme Villemin le comprend, correspond à une option philosophique très générale. Il peut en effet être appliqué non pas seulement aux objets de la connaissance, mais également à ceux de la morale et de l'esthétique. Donc vous voyez que l'utilisation que Villemin fait du terme est véritablement très générale. Il dit par exemple ceci, c'est dans un article qui s'intitule « L'intuitionnisme moral de Kant ». Donc vous voyez que Kant est qualifié d'intuitionniste, pas seulement dans le domaine de la philosophie, en ce qui concerne la philosophie théorique, et en particulier la philosophie des mathématiques, mais également en ce qui concerne la philosophie morale. Et ce qui permet de le faire est assez bien expliqué dans ce passage. Appelons, dit Villemin, intuitionniste un système qui rend ses définitions du vrai, du bien et de la beauté dépendantes de la méthode par laquelle la connaissance, la conscience morale et le jugement de goût parviennent jusqu'à eux. Donc vous voyez, c'est toujours le même principe. On appellera intuitionniste une conception, enfin un système qui définit des notions comme le vrai, mais pas seulement le vrai, mais également le bien et le beau, qui définissent ces notions-là d'une manière telle qu'elles sont rendues dépendantes de la méthode qui permet d'arriver à la connaissance que nous en avons. Donc il y a une certaine logique dans la façon dans l'élargissement auquel Villemin procède de la signification du terme intuitionnisme à partir de l'usage mathématique étroit. Alors, en éthique, dit-il, l'intuitionnisme subordonne le souverain bien aux règles de la liberté, ou plutôt, comme il est sous le contrôle de notre volonté, le souverain bien, donc vous voyez que le souverain bien est placé sous le contrôle de la volonté, le souverain bien n'est rien d'autre que la législation de notre liberté, alors que le fait d'être dépossédé de notre liberté est le principe du mal. L'autarcie épicurienne, donc vous voyez, c'est en ce sens-là qu'on peut parler d'intuitionnisme moral à propos d'Épicure. L'autarcie épicurienne, la maîtrise de soi cartésienne, même chose en ce qui concerne Descartes, et là il s'agit toujours de morale. Donc l'autarcie épicurienne, la maîtrise de soi cartésienne, l'autonomie kantienne résulte d'une reconnaissance commune de la primauté de la liberté, en contraste aussi bien avec le dogmatisme qu'avec le scepticisme moral. Fin de citation. On peut remarquer d'ailleurs à ce propos que chez Brouwer, l'intuitionnisme mathématique consiste pour une part essentielle à tirer les conséquences d'une conviction philosophique et même métaphysique fondamentale, qui est que la volonté et l'action sont plus fondamentales que l'intellect et la pensée. Et que si les objets mathématiques n'ont pas d'existence indépendante, c'est avant tout parce qu'ils ne sont pas découverts et contemplés par l'intellect, mais constituent eux aussi, en dernier ressort, des productions de la volonté. C'est ce que Brouwer soutient de façon tout à fait explicite. Alors que le réalisme exige des objets de la connaissance qu'ils restent indépendants du processus qui a permis de les atteindre et ne conservent en eux-mêmes aucune trace perceptible de celui-ci, c'est ce qu'exige le platonisme strict, que les objets puissent être appréhendés comme complètement indépendants du processus de connaissance, de l'activité de connaissance qui a permis de les atteindre. L'intuitionnisme demande au contraire aux objets de la connaissance d'exhiber dans leur constitution elle-même la méthode et le processus qui ont permis de les engendrer. Ce qui, dans le cas de l'intuitionnisme brouwerien, se traduit par l'affirmation que les objets de la connaissance mathématique ne sont pas des existants dans une réalité donnée, comme le croient les réalistes, mais des constructions mentales. Ils sont notre œuvre. Et quand on dit notre œuvre, il faut comprendre qu'ils sont notre œuvre, ils sont l'œuvre au moins autant de notre volonté que de notre intellect.
Alors j'en arrive maintenant à la 8e question que j'avais prévu de traiter cette année et que j'avais intitulée « Comment se fait le choix entre les systèmes ?» Donc nous allons nous retrouver face à ce problème difficile et qui devient de plus en plus difficile à mesure que nous avançons. Comment se fait en fin de compte le choix entre les systèmes? Comme on a déjà eu l'occasion de le constater, Villemin oppose deux grandes classes de systèmes philosophiques. Je reviendrai bien entendu beaucoup plus longuement, sinon cette année, du moins l'année prochaine, sur les détails de sa classification des systèmes philosophiques. Pour le moment, il nous suffira de retenir, donc il répartit les classes de systèmes philosophiques en deux grandes catégories. Il y a les systèmes qu'il appelle dogmatiques et les systèmes qu'il appelle les systèmes de l'examen. Et il distingue 4 espèces de systèmes dogmatiques et 2 espèces de systèmes de l'examen. Les 2 espèces de systèmes de l'examen sont l'intuitionnisme et le scepticisme. Le dogmatisme se caractérise par l'acceptation de ce qu'il appelle la définition dogmatique du vrai comme accord entre énoncé et état de choses. C'est de cette façon qu'il caractérise de façon tout à fait générale les systèmes dogmatiques. Il se caractérise par l'adoption d'une définition qu'il qualifie de dogmatique, une définition du vrai qu'il qualifie de dogmatique, et il s'agit de la définition du vrai comme accord entre énoncé et état de choses. Cette définition dogmatique du vrai implique comme conséquence l'adhésion au principe de bivalence, c'est-à-dire au principe selon lequel toute proposition est soit vraie, soit fausse. La définition dogmatique du vrai, par l'adéquation, dit-il, revient à postuler que tout énoncé, à condition qu'il soit complet, est vrai ou faux. C'est ce que dit le principe de bivalence. Pour son existence, en effet, un état de choses donné ne dépend en rien de l'énoncé correspondant. C'est le principe même du réalisme. Si vous voulez, l'état de choses ne dépend en rien de la proposition qui le décrit. Et il dépend uniquement de lui d'être réalisé ou de ne pas l'être. S'il est réalisé, la proposition est vraie. S'il ne l'est pas, la proposition est fausse. Donc, la définition dogmatique du vrai par l'adéquation revient à postuler que tout énoncé, à condition qu'il soit complet, est vrai ou faux. Pour son existence, en effet, un état de choses donné ne dépend en rien de l'énoncé correspondant. Cette existence ou ce défaut d'existence détermine complètement la valeur de vérité de l'énoncé selon qu'il leur est conforme ou non. Donc oui, aucune activité de notre part n'est impliquée dans la décision. Aucune activité de connaissance n'est impliquée à proprement parler dans la décision concernant la vérité et la fausseté. Une activité est impliquée dans le fait de parvenir à reconnaître si l'énoncé est vrai ou s'il est faux. Mais encore une fois, ce n'est pas l'activité de connaissance que nous déployons qui contribue de quelque façon que ce soit à rendre l'énoncé vrai ou faux. C'est uniquement le fait que l'état de choses qu'il décrit est réalisé ou ne l'est pas. Donc l'énoncé que nous considérons est soit vrai, soit faux, parce qu'il représente un état de choses déterminé de la réalité et que celui-ci est réalisé ou ne l'est pas, d'une manière qui ne dépend que de la réalité elle-même et non de nos activités de connaissance. Les systèmes de l'examen renoncent pour leur part à la définition dogmatique de la vérité, ce que Villemin appelle la définition dogmatique de la vérité. Ils renoncent à cette définition sans pour autant renoncer nécessairement, comme le fait le scepticisme, à la notion même de vérité. En tout cas, l'intuitionniste ne renonce nullement à la notion de vérité elle-même. Il est effectivement important de remarquer que si les intuitionnistes en mathématiques sont en désaccord avec les réalistes sur la nature de ce qui rend vraies ou fausses les propositions mathématiques, pour eux, les intuitionnistes, ce sont des constructions mentales, alors que ce qui rend vraies les propositions mathématiques, ce sont des constructions mentales, alors que pour les réalistes, ce sont des états de choses dans un univers mathématique. S'ils sont donc en désaccord sur ce point avec les réalistes, ils ne contestent en aucune façon que les notions de vérité et de fausseté puissent être appliquées légitimement aux énoncés mathématiques. C'est un point sur lequel Damet a, à juste titre, insisté. Il fait remarquer qu'une conviction que les intuitionnistes partagent avec les platoniciens, ou si vous préférez les réalistes mathématiques, une conviction qu'ils partagent avec eux et qui distingue leur position de celle du formalisme
pour qui les énoncés mathématiques n'ont que la forme extérieure de propositions déclaratives et ne véhiculent en réalité par eux-mêmes aucun contenu authentique qui pourrait être asserté de façon vraie ou fausse. Donc la position qu'ils adoptent sur ce point est fondamentalement, et qu'ils partagent avec les platoniciens, est fondamentalement différente de celle des formalistes pour qui, encore une fois, les énoncés mathématiques ne sont pas des propositions déclaratives authentiques et ne véhiculent aucun contenu propositionnel proprement dit susceptible d'être considéré en vertu du principe de bivalence comme étant vrai ou faux. La théorie de la signification qui est sous-jacente à la philosophie du formalisme ne peut être d'un maître qu'une forme de holisme linguistique. Ce qu'affirme le formalisme, ou en tout cas un certain formalisme, est en effet ceci, qui est exposé dans ce passage: les formules mathématiques ne sont pas du tout des propositions authentiques et par conséquent ne véhiculent pas de contenu de l'espèce requise pour une assertion, même si, bien sûr, le jeu que jouent les mathématiciens avec ces pseudo-propositions a ses propres règles que les mathématiciens sont autorisés à établir comme ils l'entendent, sans aucune responsabilité à l'égard de quoi que ce soit d'autre. Il n'y a par conséquent aucune notion de vérité pour les propositions mathématiques distincte de leur dérivabilité à l'aide de règles acceptées. Donc pour le formalisme, en tout cas au moins pour un certain formalisme, la notion de vérité n'est pas distinguable de la notion de dérivabilité à l'aide de règles acceptées, les règles en question pouvant être choisies plus ou moins librement, avec néanmoins certaines contraintes à respecter. Et Damet indique que quand il parle de la dérivabilité à l'aide de règles acceptées, il ajoute « et relativement auxquelles il s'agit des règles, nous pouvons exiger qu'elles soient des règles qui préservent la vérité », c'est-à-dire un minimum qui semble devoir être exigé, c'est que partant de propositions qui sont supposées être vraies, qui sont acceptées comme vraies, les règles conduisent à des propositions qui sont à nouveau vraies. Mais encore une fois, les règles elles-mêmes, le mathématicien jouit d'une liberté considérable dans le choix qu'il est autorisé à faire des règles. Alors le formalisme est de cette sorte qui dénie aux propositions mathématiques une signification propositionnelle authentique, donc elles n'ont pas de contenu propositionnel proprement dit, qui serait susceptible, auquel on pourrait attribuer des propriétés comme vrai, faux, au sens de la représentation d'un état de choses extérieur. La seule notion qui compte, encore une fois, étant celle de dérivabilité formelle à partir de règles acceptées. Donc le formalisme est de cette sorte qui dénie aux propositions mathématiques une signification propositionnelle authentique, met aussi nécessairement la pratique mathématique hors de portée de la critique et doit être rejetée pareillement par les intuitionnistes et les platoniciens, pour qui c'est une doctrine commune que les propositions mathématiques ont une signification comparable à celle d'autres propositions et que les mathématiques sont ce qu'elles ont l'air d'être, un secteur de la recherche de la vérité. Donc, un point commun entre les réalistes et les intuitionnistes, c'est le fait que les mathématiques constituent ce que Damet appelle un secteur de la recherche de la vérité. Les propositions mathématiques ont une signification comparable à celle d'autres propositions et elles représentent de façon vraie ou fausse des états de choses déterminés. Simplement, pour les réalistes, ce sont des états de choses réalisés quand ils le sont dans un univers mathématique indépendant, tandis que pour les intuitionnistes, ce sont des constructions mentales. Autrement dit, alors oui, Damet indique aussi, et c'est également vrai, que d'une certaine façon, le formalisme est anti-révisionniste, puisque le mathématicien se voit reconnaître le droit de choisir les règles qu'il applique de la façon qui lui convient. Et il n'y a pas d'objection de principe contre l'idée de choisir les règles d'une façon plutôt que d'une autre. Par conséquent, il résulte de cela que le formalisme est anti-révisionniste en mathématiques, mais au prix d'une modification drastique imposée à l'idée que la philosophie des mathématiques se fait généralement de la nature des propositions mathématiques, à savoir une modification qui veut que les propositions en question aient un contenu authentique. C'est une modification imposée à cette conception, et même une modification drastique, comme je l'ai dit, qui est imposée à la conception habituelle qui veut que les propositions mathématiques aient un contenu authentique et une prétention à la vérité au sens usuel du terme. Le formaliste abandonne cette conception traditionnelle et du coup peut se montrer anti-révisionniste en mathématiques puisque, encore une fois,
ce qui reste, c'est la notion de dérivabilité formelle à partir de règles acceptées et que ces règles donnent l'impression de pouvoir être choisies de façon plus ou moins arbitraire. Alors, en ce qui concerne l'intuitionnisme a une position qui est évidemment tout à fait différente, puisque lui, il est révisionniste à la fois en mathématiques et en philosophie des mathématiques. Mais il partage avec le platonisme le respect d'une de nos intuitions les plus fondamentales concernant le genre de choses que sont et que font les mathématiques. Il conserve donc l'idée que les propositions mathématiques sont bel et bien appartiennent bel et bien à un secteur que les mathématiques appartiennent bel et bien à un secteur de la recherche de la vérité et que les propositions mathématiques sont susceptibles d'être dites vraies ou fausses au sens propre du terme. Il y a un parallélisme évident entre la façon dont Villemin conçoit l'opposition entre les systèmes dogmatiques et les systèmes intuitionnistes et celle du réalisme et de l'antiréalisme dans la réinterprétation qui en a été proposée par Domet. C'est un point sur lequel il faut que je vous dise quelques mots, parce que, évidemment, il y a une analogie qui semble assez frappante entre ces deux façons de présenter le problème. Chez Villemin, l'opposition entre les systèmes dogmatiques et les systèmes intuitionnistes, et chez Domet, l'opposition du réalisme et de l'antiréalisme. En ce qui concerne Domet, la controverse entre le réalisme et l'antiréalisme porte, d'après lui, sur la question de savoir quelle notion de vérité nous devons adopter pour une certaine catégorie de propositions. Et Domet soutient que toutes les fois que la question du réalisme s'est posée à propos de propositions de quelque nature que ce soit, c'est de cela qu'il s'agissait en réalité, c'est-à-dire la question posée était celle de savoir quelle notion de vérité nous devons adopter pour les propositions de la catégorie concernée. Est-ce une notion de vérité qui autorise à considérer les propositions en question comme pourvues de conditions de vérité objectives qui peuvent être réalisées ou ne pas l'être, indépendamment des moyens et des chances que nous avons de réussir à déterminer si elles le sont ou ne le sont pas? Ça, c'est la notion de vérité utilisée par les réalistes et ce que Villemin appelle la conception dogmatique, la définition, ça correspond à ce que Villemin appelle la définition dogmatique du vrai, ou bien est-ce que la notion de vérité que nous devons utiliser ne serait pas plutôt une notion de vérité plus faible qui dépend de façon essentielle des possibilités que nous avons de réussir à vérifier la proposition concernée. Pour le réalisme, les propositions mathématiques décrivent des faits mathématiques qui sont réalisés ou ne le sont pas dans un univers mathématique qui est indépendant de l'activité du mathématicien. Pour l'antiréalisme, être vrai pour une proposition mathématique veut dire être vérifié ou en tout cas vérifiable, c'est-à-dire en l'occurrence démontrable. Et c'est ce que postulent les intuitionnistes. Pour eux, donc, être vrai pour une proposition mathématique veut dire être démontrable. Le réalisme et l'antiréalisme donnent donc deux réponses opposées à une question philosophique cruciale, qui est celle de savoir s'il doit ou non exister une relation interne entre la vérité et la possibilité, au moins théorique, que nous avons de la reconnaître quand elle existe. C'est une question philosophique tout à fait cruciale. Faut-il ou non, quel genre de relation devons-nous accepter entre la vérité et la possibilité de la reconnaître quand elle existe? Est-ce qu'il est possible d'admettre, de se satisfaire d'une notion de vérité qui semble dissociée complètement de toute espèce de possibilité, de principe pour nous de reconnaître la vérité en question quand elle existe? Ou bien au contraire, est-ce qu'il ne doit pas y avoir une relation interne d'une certaine sorte entre la vérité et la possibilité pour nous de la reconnaître? C'est bien sûr cette deuxième option que choisissent les intuitionnistes. Ils choisissent la solution qui consiste à exiger exiger qu'il existe une certaine relation, non pas qui est tout sauf accidentelle, mais qui est au contraire plus ou moins essentielle entre la vérité d'un côté et la possibilité que nous avons de la reconnaître de l'autre. Villemin, autant que j'ai pu m'en rendre compte, ne s'est pas intéressé à ce que j'ai appelé autrefois, en référence à l'entreprise de Domet, la nouvelle querelle du réalisme, c'est-à-dire à la façon dont la question du réalisme et de l'antiréalisme a été reformulée et discutée
en philosophie des mathématiques et dans de nombreux autres domaines à la suite des travaux de Dummett. Donc Dummett a donné une reformulation tout à fait nouvelle de la question en la transportant entièrement sur le terrain de la théorie de la signification, c'est-à-dire en la retirant la théorie de la connaissance pour la transférer sur le terrain de la théorie de la signification. Et d'une façon qui, à première vue, pourrait sembler un petit peu étonnante, donc Villemin, encore une fois, ne semble pas avoir manifesté d'intérêt pour cette reformulation de la question du réalisme, et la question du réalisme et de l'antiréalisme. Mais je crois qu'il suffit d'y réfléchir un bref instant pour comprendre pourquoi ça s'est passé de cette manière-là. Pour Dummett, la question du réalisme et de l'antiréalisme concernant une certaine catégorie de propositions se réduit à celle du genre de sémantique que nous devons adopter pour les propositions concernées, comme je viens de vous l'indiquer. Est-ce ce dont nous avons besoin, en fait, de sémantique? Est-il une sémantique de type vériconditionnel, c'est-à-dire une sémantique formulée en termes de conditions de vérité objective, ou bien au contraire une sémantique qui propose de définir plutôt la signification en termes de conditions de vérifiabilité ou d'assertabilité? Selon cette deuxième conception, donc une proposition vraie sera considérée comme étant une proposition qui peut être légitimement assertée. Or, Villemin, qui s'est toujours méfié de la philosophie du langage, et plus encore de l'idée défendue par Dummett qu'elle a depuis Frege remplacé la théorie de la connaissance dans le rôle de paradigme de la philosophie première, Villemin n'a de toute évidence jamais été séduit par l'idée de déplacer la question, je veux dire la question du réalisme et de l'antiréalisme, l'idée de déplacer cette question du domaine de la théorie de la connaissance à celui de la théorie de la signification. Et il tient au contraire à la maintenir sur son lieu d'origine, à savoir la théorie de la connaissance. Et là, il y a une divergence donc très très importante entre l'orientation qui a été adoptée respectivement par Villemin et par Dummett. Corrélativement, alors que Dummett pense que transformer la question du réalisme en une question qui relève de la théorie de la signification a l'avantage de la rendre plus facilement décidable et pourrait même permettre finalement de la décider, Villemin soutient que sur cette question-là, comme sur toutes les autres, le pluralisme philosophique est essentiel et irréductible, et que le problème est et restera indécidable. Puisque j'ai évoqué les réticences qu'il éprouve à l'égard de la philosophie du langage, ou plus exactement du rôle fondamental que la philosophie contemporaine a eu tendance à lui attribuer, aussi bien du côté continental que du côté anglo-saxon, il me faut souligner dès à présent qu'il est évidemment, je parle de Villemin, qu'il est évidemment encore plus réservé à l'égard de ce qu'on appelle la philosophie linguistique. Comme beaucoup d'autres, il la soupçonne en effet fortement d'avoir transformé un peu trop facilement les questions réelles et substantielles, comme le sont à ses yeux les questions philosophiques, en simples questions de langage. S'il est donc capable d'éprouver encore une certaine sympathie et une certaine considération pour le premier Wittgenstein, celui du Tractatus Logico-Philosophicus, il n'en a en revanche aucune pour le deuxième, sous lequel son opinion est à peu près du même genre et à peu près aussi négative que celle de Bertrand Russell. Dans le volume d'hommage que j'ai déjà cité, il répond à un exposé de David Wiggins sur l'argument dominateur en donnant justement des explications assez intéressantes sur ce point. Ce qui sépare Wiggins et moi, dit-il, n'est pas tant l'acceptation ou le rejet d'axiomes particuliers que la méthode sur la base de laquelle nous le faisons. Donc, n'oubliez pas que nous sommes confrontés au problème que pose l'argument de Diodore, et il s'agit de savoir à quelle prémisse il y a lieu de renoncer pour éliminer la contradiction, puisque il apparaît comme impossible donc, de maintenir simultanément les quatre prémices. Et Villemin donc indique que ce qui le sépare de Wiggins n'est pas le fait d'accepter ou de rejeter telle ou telle de ces prémices, c'est plutôt la méthode, le choix de la méthode sur la base de laquelle se fait le choix. L'histoire de la philosophie, dit-il, m'a persuadé qu'il y a des conflits irréductibles entre les êtres humains concernant les premiers principes. Les questions sur la continuité
et la liberté ne sont pas des questions grammaticales, elles sont réelles. Et là, vous avez donc l'affirmation très claire du fait qu'on ne peut pas espérer résoudre des questions de cette sorte à l'aide de ce que Wittgenstein et ses disciples appellent les analyses grammaticales. Ce ne sont pas, dit-il, des questions grammaticales, ce sont des questions réelles. Du point de vue terminologique, bon, on pourrait faire remarquer que ce n'est pas parce qu'une question est grammaticale qu'elle n'est pas réelle, mais elle peut être au contraire tout à fait réelle, et c'est de cette façon que Wittgenstein considère les questions grammaticales. Elles sont réelles, profondes et importantes. Mais évidemment, le contraste, c'est le contraste qu'il y a entre une question qui semble être une question relevant principalement de l'analyse du langage et une question qui porte sur quelque chose d'extérieur au langage, qui porte par exemple sur un état de choses extralinguistique. Donc, les questions sur la continuité et la liberté ne sont pas des questions grammaticales, elles sont réelles, d'une manière telle que notre conception de la physique, de façon très naturelle, nous invite à accepter une réponse particulière ou à la mettre en doute. Essayons de montrer cela en relation avec l'aporia de Diodore. Donc, vous voyez, ce que Villemin veut dire, c'est que la physique, par exemple, alors, néanmoins, oui, il faut quand même remarquer qu'il ne dit pas la physique, il dit notre conception de la physique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va intervenir de toute évidence, en plus de l'analyse grammaticale, si tant est que l'analyse grammaticale ait son mot à dire dans cette affaire. Et Villemin soutient, et il le démontre du reste longuement dans son livre, que la physique, ou plus exactement ce qu'il appelle notre conception de la physique, est impliquée de façon essentielle dans la résolution de l'aporie de Diodore. Donc il y a quelque chose de bien différent de l'analyse grammaticale qui intervient ici. J'insiste sur le fait que, encore une fois, il ne dit pas notre physique, il dit notre conception de la physique, et on pourrait presque dire notre conception philosophique de la physique, parce qu'encore une fois, ce n'est pas la physique elle-même, par elle-même, qui est en mesure de nous conduire à une décision concernant l'aporie de Diodore. C'est tout au plus une certaine conception de la physique dans laquelle, très vraisemblablement, la philosophie sera déjà impliquée. Alors, essayons, dit-il, de montrer cela en relation avec l'aporia de Diodore. Comme le remarque Huygens, cette aporia ne présuppose rien concernant le déterminisme ou la causalité. Elle devrait, par conséquent, s'appliquer de façon complètement générale aux actions et aux événements, et parmi les événements, à ceux qui sont certains, tout comme à ceux que nous considérons comme contingents et auxquels nous ne pouvons assigner rien de plus qu'une probabilité. En ce sens, elle exprime les conditions les plus abstraites par rapport auxquelles nous pouvons penser le mouvement, ou plutôt le changement. Donc, d'après Villemin, cette aporie, l'aporie de Diodore, comme il le dit, exprime les conditions les plus abstraites par rapport auxquelles nous pouvons penser le mouvement, ou plutôt le changement. On pourrait donc être tenté d'exprimer la chose en disant, dans un langage plus ou moins wittgensteinien, que l'aporie a à voir avec quelque chose comme la grammaire du mouvement et du changement dans ce qu'elle peut comporter de plus général et de plus abstrait. Mais cela ne conviendrait pas du tout à Villemin, qui pense qu'en disant cela, on risque d'oublier que la question soulevée par l'aporie est et reste une question théorique, qui ne peut en aucun cas être décidée par la seule analyse du langage et pour la résolution de laquelle la science, et en particulier la physique, ont directement ou indirectement quelque chose d'essentiel à dire. La question de la place particulière qui doit être accordée à la philosophie du langage dans l'édifice complet de la philosophie constitue, comme je l'ai suggéré, un des points importants sur lesquels Villemin est en désaccord avec les représentants de la philosophie analytique. Au début de What are Philosophical Systems, il mentionne 4 points de désaccord fondamentaux dont nous aurons à nous souvenir par la suite. Le premier d'entre eux a trait à la relation qui existe entre le langage et la perception, et le dernier, que j'ai déjà mentionné, a la possibilité de parvenir en philosophie à une chose qui mériterait d'être appelée la vérité. Donc, Villemin, comme j'ai déjà eu l'occasion de l'indiquer, conclut finalement que la notion de vérité, en tout cas la notion de vérité dans son sens usuel, ne peut probablement pas être appliquée à la philosophie. Alors voici ce qu'il dit en ce qui concerne les divergences qu'il a avec les philosophes analytiques. Alors là, évidemment, il parle de façon très, très générale, il ne distingue pas de
catégories, de sous-catégories à l'intérieur de la philosophie analytique. Et il dit ceci: le lecteur familiarisé avec la philosophie analytique contemporaine sera surpris de voir que sur les 4 questions en cause, je contredis des conceptions très répandues de façon sous-entendue. Donc je les contredis de façon sous-entendue sans les discuter. Effectivement, il ne les discute pas vraiment. Les 4 questions donc, sont celles qui vont être évoquées dans la suite du passage. Je nie, dit-il, dans le premier chapitre, donc il s'agit du premier chapitre du livre « Que sont les systèmes philosophiques ?» Je nie dans le premier chapitre que le langage configure la perception, puisque la perception précède le langage. J'aurai l'occasion de vous reparler un peu de ça, parce que c'est une question assez importante. Donc, à l'encontre de bien des choses qu'on entend souvent répéter, il défend la conception selon laquelle la perception précède le langage et, par conséquent, il rejette cette idée que le langage, comme il dit, configure de façon fondamentale la perception. Donc, il y a une autonomie fondamentale de la perception par rapport au langage. J'aurai l'occasion, encore une fois, de vous en reparler. Dans le deuxième chapitre, en dépit de l'autonomie relative de l'organisation linguistique par rapport à l'organisation perceptuelle, et bien que sa stabilité conceptuelle collective exprime et incarne pour chaque société particulière une Weltanschauung déterminée, c'est-à-dire un code de classification collective, je nie qu'une Weltanschauung soit une philosophie, puisque le caractère public n'entraîne ni la consistance, ni un désir de consistance. Alors là, donc, il soutient, il tient beaucoup à cette distinction radicale, qu'une Weltanschauung ne peut être considérée en aucun cas comme une philosophie. Et chose curieuse, il semble imputer plus ou moins aux philosophes analytiques la conviction du contraire, c'est-à-dire la conviction qu'il n'y a pas de différence réelle et importante à faire entre une philosophie et une Weltanschauung. Bon, mais je ne veux pas discuter ce point. Son argument, l'argument majeur qu'il donne en faveur d'une distinction stricte entre philosophie d'un côté et Weltanschauung de l'autre, c'est l'exigence de consistance, l'exigence de cohérence qui caractérise la philosophie et qui est même plus ou moins constitutive de l'attitude philosophique. Une Weltanschauung peut s'accommoder plus ou moins bien d'inconsistances de diverses sortes, en tout cas ne semble pas préoccupée en premier lieu par un désir de consistance, alors qu'une philosophie doit absolument l'être. Dans le troisième chapitre, donc ça c'est la troisième question, dans le troisième chapitre du fait que la science et la philosophie ont une origine commune dans la découverte d'antinomies et dans le développement de l'axiomatique, je nie la continuité forte entre philosophie et sens commun qui est défendue par un bon nombre de philosophes de la langue naturelle. Là, il s'en prend évidemment assez directement à ce qu'on appelle la philosophie du langage ordinaire ou encore quelquefois la philosophie linguistique, et vous voyez pourquoi il adopte cette position. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer assez longuement qu'à l'origine, pour lui, donc la science et la philosophie, reposent sur une prise de conscience commune, ce qu'il appelle la découverte d'antinomies, et c'est le genre de choses évidemment qui a conduit au développement de l'axiomatique. C'est la base commune sur laquelle repose à la fois la science et la philosophie, la prise de conscience de l'existence d'antinomies, le recours à la méthode axiomatique. Et de ce fait, dans les deux cas, si vous voulez, il y a une rupture avec le sens commun, c'est-à-dire aussi bien pour la science que pour la philosophie. Il y a une rupture avec le sens commun, il est par conséquent impossible de maintenir l'idée de l'existence d'une continuité forte entre la philosophie et le sens commun, contrairement à la position adoptée la plupart du temps par les philosophes de la langue naturelle. Enfin, dernière question sur laquelle Villemin s'écarte de l'orientation adoptée par les philosophes analytiques. Enfin, dit-il, quand dans le dernier chapitre, j'en arrive à la question de la vérité philosophique, j'abandonne à eux-mêmes mes compagnons philosophes et leur laisse le soin d'aller plus loin que je ne le fais. Il va quand même suffisamment loin puisqu'il explique tout à fait clairement que, selon lui, il est impossible d'appliquer la notion de vérité, en tout cas dans son sens usuel, à la philosophie. Alors, ce qui nous intéresse pour le moment est avant tout le fait que pour Villemin, la philosophie analytique se trompe quand elle croit avoir trouvé, essentiellement grâce à la logique et à l'analyse du langage, une méthode susceptible de conduire à une décision concernant les questions
philosophiques qui sont restés jusqu'à présent en suspens. Ça, c'est sûrement un des points de désaccord les plus sérieux qu'il y a entre lui et les philosophes analytiques. Et ça apparaît par exemple dans l'exposé qu'il a donné à la Société française de philosophie, je crois que c'était en 2000, un an avant sa mort. Il a donné un exposé à la Société française de philosophie et dans lequel il répond à une question de Jacques Merleau-Ponty. Il répond qu'il ne propose pas une apologie du platonisme mathématique contre l'intuitionnisme ou contre le constructivisme en général. Donc, après avoir fait un exposé qui semblait aller très nettement dans le sens du réalisme et qui consistait à exploiter en particulier les résultats d'incomplétude de Gödel, qui sont souvent considérés comme un argument en faveur du réalisme. C'est en tout cas de cette façon qu'ils ont été interprétés par Gödel lui-même. Donc après avoir fait cet exposé, il précise qu'il n'a pas, en réalité, il n'a pas cherché à défendre le réalisme contre ses rivaux. Je n'ai pas fait d'apologie, dit-il, je dis qu'il n'y a pas de critères de décision rationnelle en philosophie. Et là, c'est une remarque qui est très intéressante parce que c'est un des endroits où il dit très clairement, il n'est pas toujours aussi catégorique ailleurs, il dit très clairement qu'il n'y a pas de critères de décision rationnelle en philosophie. Ce qui traduit en clair signifie que si on décide, ce n'est pas sur la base de critères rationnels. On décide, mais autrement, en fonction d'autres considérations. Cela veut dire, dit-il, que quelqu'un qui soutient l'intuitionnisme, je prends ce cas parce que c'est un cas assez fréquent, est complètement irréfutable. Donc on ne peut pas réfuter une position philosophique. Simplement, il se trouve devant des problèmes où le poids de la preuve lui incombe, alors que je crois que le poids de la preuve ne m'incombe pas en tant que réaliste. C'est-à-dire l'intuitionniste, il va devoir affronter des problèmes que le réaliste n'a pas à affronter. Et c'est en cela que consiste l'avantage du réalisme. Mais l'avantage du réalisme ne consiste pas dans le fait qu'il serait en mesure d'opposer à son ou ses adversaires une réfutation quelconque de leur propre position. La philosophie, dit Villemin, ne comporte pas de démonstration, et je crois que l'abandon de l'idée de démonstration, de réfutation en philosophie, c'est-à-dire le pluralisme philosophique, doit faire distinguer la philosophie de la science. Donc, comme le disait déjà Kant, il n'y a pas de démonstration en philosophie, ni de réfutation, bien sûr, pour la même raison. Villemin, dont j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer qu'il trouvait que le pluralisme philosophique était une chose qui était insuffisamment prise en considération dans la philosophie contemporaine, vous voyez que là, il a tendance, au fond, à dire que le pluralisme, à présenter le pluralisme philosophique comme reposant essentiellement sur l'idée qu'il n'y a pas de démonstration en philosophie. Et il présente ça comme étant la distinction essentielle qu'il y a entre la philosophie et la science. Alors il s'exprime dans l'exposé qu'il a donné à la Société française de philosophie, il s'exprime comme quelqu'un qui a pris position et qui a opté pour le réalisme, mais qui ne prétend pas être en mesure de démontrer que les autres ont tort, et qui pense que la philosophie doit renoncer sur ce point à essayer de ressembler à la science. Encore une fois, il y a des réfutations dans les sciences, mais il faut renoncer à l'idée qu'il pourrait y en avoir en philosophie. Pour ce qui est de savoir si la philosophie peut ou non être considérée comme une science, on verra qu'il n'a pas toujours été aussi clair, et qu'il a même eu au début tendance à répondre de façon positive à la question. Je veux dire à la question, la philosophie peut-elle être une science? Par exemple, en 1955, dans le premier livre qu'il a consacré à Kant, donc Physique et métaphysique kantienne, il écrit ceci: la philosophie est elle-même une science, page 3. Et il dit de l'idéalisme transcendantal qu'il est, je cite, la science des actes intellectuels par lesquels l'homme pense la mécanique rationnelle. C'est une de ces formules qui m'avait beaucoup frappé quand j'étais jeune. Donc l'idéalisme transcendantal est la science des actes intellectuels par lesquels l'homme pense la mécanique rationnelle. Vous voyez que là, à cette époque-là, il n'hésitait pas particulièrement à utiliser le terme de science à propos de la philosophie elle-même. En 1962, dans la philosophie de l'algèbre, il explique qu'il se propose, je cite, c'est page 5, donc de la philosophie de l'algèbre, il explique qu'il se propose, citation, d'utiliser les analogies de la connaissance mathématique pour critiquer, réformer et définir autant qu'il se pourra la méthode propre à la philosophie théorique.
utiliser les analogies de la connaissance mathématique pour critiquer, réformer et définir autant qu'il se pourra la méthode propre à la philosophie théorique. Cela suggère clairement qu'il pourrait y avoir des raisons d'essayer de modeler la méthode utilisée par la philosophie théorique sur celle des mathématiques. Et que, par conséquent, la méthode de la philosophie n'est peut-être pas condamnée à rester aussi différente et aussi éloignée qu'on le croit généralement de celle des sciences, en tout cas des mathématiques. En lui-même, bien entendu, l'usage du mot « science » à propos d'une discipline à première vue aussi peu scientifique que la philosophie ne signifie pas grand-chose. C'est un mot qui lui a été appliqué si fréquemment au cours de son histoire et dans un sens généralement si élargi et affaibli que son utilisation ne peut plus guère être réellement compromettante. Mais dans le cas d'un philosophe aussi précis et rigoureux que Villemin, on ne peut pas renoncer à obtenir des éclaircissements sur ce qu'il veut dire exactement quand il parle d'une certaine communauté de méthodes entre les mathématiques et la philosophie. Dans la philosophie de l'algèbre, par exemple, il écrit ceci: vraisemblablement, chez Pythagore, les deux sciences, il s'agit des mathématiques et de la philosophie, et vous voyez qu'il parle des deux sciences, vraisemblablement chez Pythagore, les deux sciences se sont engagées dans une liaison plus étroite, et afin de délimiter leurs tâches et de fixer leurs conditions de validité, se sont soumises à une méthode commune, la méthode axiomatique. Et là, nous touchons évidemment à un problème crucial sur lequel il faudra que je revienne longuement, c'est-à-dire la question de quel est l'usage exact que la philosophie a réussi jusqu'à présent à faire de la méthode axiomatique. Villemin semble considérer qu'il y a là vraiment une analogie, et même un peu plus que cela, extrêmement importante entre les mathématiques et la philosophie. Cette analogie donc consiste dans l'utilisation de ce qu'il n'hésite pas à appeler une méthode commune, et cette méthode commune, c'est la méthode axiomatique. On est donc obligé au minimum de s'interroger sur le degré auquel la philosophie peut faire usage, et fait réellement usage, sinon des mathématiques elles-mêmes, du moins de la méthode axiomatique. Et comme je vous le disais à l'instant, c'est bien entendu encore une question sur laquelle nous aurons à revenir longuement par la suite. Pour l'instant, nous devons essayer de comprendre pourquoi Villemin soutient avec une fermeté particulière que les propositions philosophiques, aussi extrêmes qu'elles puissent être, et aussi absurdes qu'elles puissent sembler dans certains cas, ne sont cependant pas réfutables. Je crois me rappeler que c'était Ferdinand Alquier qui disait « En philosophie, on ne réfute guère que ce qu'on ne comprend pas ». J'avais toujours trouvé ça particulièrement commode, c'est-à-dire n'essayez surtout pas de me réfuter parce que si vous le faites, je serai autorisé à conclure que vous ne m'avez tout simplement pas compris. Mais il y a évidemment une tendance très, très, très caractéristique chez les philosophes à considérer qu'il ne faut surtout pas, Bergson le dit aussi et beaucoup d'autres philosophes l'ont dit, qu'il y a une tendance à considérer que la réfutation n'a pas d'usage en philosophie, qu'elle est futile et incongrue. Et Villemin, pour des raisons qui sont quand même un peu plus sérieuses que celles que je viens d'évoquer, considère lui aussi que, à strictement parler, la réfutation n'a pas sa place en philosophie. Il souligne par exemple que même le scepticisme, y compris le scepticisme le plus radical, même le scepticisme constitue une position qui est irréfutable et qui reste aujourd'hui comme hier parfaitement, même si c'est difficilement tenable. Donc c'est une position qui reste tout à fait tenable. On peut penser que ça soulève justement un problème délicat concernant la signification exacte de sa propre démarche. Tous les exposés qu'il a consacrés dans les dernières années de sa vie à la question à laquelle je suis en train de m'intéresser plus spécialement donnent l'impression de viser à établir l'existence de raisons objectives qui parlent en faveur de l'adoption du réalisme mathématique, plutôt que de l'une ou l'autre des positions qui lui sont opposées. Il semble difficile d'interpréter ce qu'il fait, notamment dans l'exposé qu'il a donné à la Société française de philosophie, comme autre chose qu'une tentative faite pour fournir des raisons objectives, proposer un critère de décision rationnelle pour la question posée et fournir des raisons objectives de choisir le réalisme plutôt que l'une ou l'autre des philosophies des mathématiques rivales. Alors évidemment, on pourrait dire, et il le fait, que les raisons en question ne sont pas démonstratives. Mais le fait qu'il n'y ait pas de démonstration proprement dite en philosophie, ce que j'accorde bien volontiers
et sans aucune difficulté à Villemin, ne doit pas nécessairement être considéré comme équivalent à la proposition selon laquelle il n'y a pas de critère de décision rationnelle en philosophie. Autrement dit, je contesterai fortement cette tendance à identifier, Villemin il cède lui-même à certains moments, cette tendance à identifier les deux assertions. Il n'y a pas de démonstration en philosophie, ça me paraît vrai, et il n'y a pas de critère de décision rationnelle en philosophie. Il n'est pas dit qu'un critère de décision rationnelle doive nécessairement prendre la forme d'une démonstration ou d'une réfutation. Il n'y a sûrement pas beaucoup de philosophes qui seraient prêts à soutenir qu'il y a des raisons démonstratives en morale, et pourtant on conclut rarement de cela à l'absence de toute espèce de critère de décision rationnelle en morale. Et si les choses se passent de cette façon-là en morale, on ne voit pas pourquoi elles ne pourraient pas se passer aussi pourquoi elles ne pourraient pas se passer de façon plus ou moins semblable en philosophie. Ce que fait Villemin lui-même ressemble du reste probablement plus qu'il n'est disposé à l'admettre à la recherche d'un critère de décision rationnelle. S'il y a réellement des raisons meilleures de préférer le réalisme, alors il est plus rationnel de le choisir, même si l'on ne peut effectivement pas empêcher quelqu'un de continuer à choisir la position inverse qui, d'après Villemin, reste malgré tout défendable. Si le prix à payer pour continuer à la tenir, pour continuer à tenir cette position-là, si le prix à payer se révèle être trop élevé, et toute l'argumentation de Villemin a pour but de démontrer à quel point la démonstration d'incomplétude de Gödel l'a rendu encore plus élevé, donc si le prix à payer se révèle être trop élevé, alors il est difficile de ne pas considérer le comportement du défenseur de la position antiréaliste comme correspondant à une certaine forme d'irrationalité, même s'il s'agit bien entendu de ce que l'on peut appeler une irrationalité motivée. De toute façon, si on pense qu'il n'y a pas de critères de décision rationnels qui permettent de choisir entre les systèmes, on est tenu, me semble-t-il, d'en dire un peu plus que ne le fait Villemin sur la question « qu'est-ce qui, dans ce cas-là, décide finalement ?» On peut, bien entendu, ne pas aimer du tout le genre de réponse que donnent les philosophes comme Renouvier, notamment parce qu'il peut sembler beaucoup trop subjectiviste, mais en tout cas, les philosophes de cette sorte ont au moins le mérite de proposer réellement une réponse. On peut d'ailleurs se demander à ce propos s'il ne pourrait pas exister aussi en matière théorique, et c'est là-dessus que j'aimerais conclure pour aujourd'hui, s'il ne pourrait pas exister en matière théorique un phénomène comparable à celui de l'acrasia, la faiblesse de la volonté, c'est-à-dire un phénomène qui consiste à voir le meilleur, ou en tout cas les meilleures raisons, et à choisir néanmoins le moins bon. Vous savez, c'est la fameuse déclaration « vidéo meliora proboco et deteriora sequor ». Alors peut-être que c'est vrai aussi en matière théorique, il pourrait y avoir des situations dans lesquelles on aperçoit très bien les raisons les meilleures, et néanmoins on ne réussit pas à se laisser convaincre par elles. Rappelez-vous ce que dit Pascal sur ce genre de problème, ce genre de situation. Il faut faire croire nos deux pièces, l'esprit par les raisons, qu'il suffit d'avoir vu une fois dans sa vie, et l'automate par la coutume, et en ne lui permettant pas de s'incliner au contraire. Si, comme le pense Villemin, il est possible de parler d'une foi réaliste, et on a peut-être déjà cité le passage, ou en tout cas j'aurai l'occasion de le faire, hein, il parle tout à fait explicitement de foi réaliste. Hein, c'est selon lui l'acceptation du réalisme relève bel et bien d'une forme de foi, avec toute la question étant de savoir ce que ça peut être une foi véritablement rationnelle. C'est un peu difficile à croire s'il n'y a véritablement pas de critères de décision rationnelle en philosophie. Si, comme il le pense, il est possible de parler d'une foi réaliste, et même pour tout dire impossible de ne pas le faire, ces considérations, je veux dire ce que je viens de vous dire en citant Pascal, ces considérations ne sont pas aussi incongrues qu'il pourrait le sembler. On peut, semble-t-il, voir les raisons du réalisme et pourtant ne pas être persuadé. Mais dans une discipline qui est supposée être réflexive, comme la philosophie, c'est supposé être une discipline complètement réflexive, donc dans une discipline de cette sorte, l'automate doit en principe disparaître. Et on n'est pas censé pouvoir compter sur la coutume pour combler le vide qui existe, qui peut exister, qui existe souvent entre la perception des raisons et l'acquisition de la conviction. Ce qui, bien entendu, ne signifie pas
que la coutume, au sens plus ou moins pascalien du terme, ne joue pas également son rôle dans les faits. Je crois même qu'elle joue un rôle tout à fait important dans la philosophie elle-même. Mais là, on a un problème qui est assez intéressant, parce qu'on peut, par exemple, très bien trouver les arguments en faveur du platonisme mathématique tout à fait impressionnants. C'est mon cas, et cependant, absolument pas convaincu. Et donc, je me suis souvent demandé, à propos de mon propre cas, si je ne pourrais pas être victime éventuellement d'une forme d'acrasia théorique, c'est-à-dire victime de cette espèce de hiatus qui semble pouvoir y avoir dans certains cas entre le fait d'apercevoir l'excellence, au moins apparente, des raisons, et en même temps le fait de rester tout à fait imperméable à la conviction. Alors, une dernière petite chose, en ce qui concerne la question du pluralisme philosophique, j'ai dit à quel point, à plusieurs reprises, à quel point Wiedemann tenait à cette idée-là, l'idée qu'il faut accepter, non pas du tout comme une tare de la philosophie, mais au contraire plutôt comme un avantage. Donc il faut être capable d'accepter, de trouver une interprétation positive, et même éminemment positive, du pluralisme philosophique. Alors, à ce propos, donc, Wiedemann souligne que l'effet d'une classification philosophique bien conçue, c'est-à-dire le résultat du genre de travail qu'il a entrepris sur la classification des systèmes philosophiques, devrait être en principe de nous rendre plus tolérants et plus ouverts à l'égard des philosophies auxquelles nous ne sommes pas disposés à adhérer. Et je conclurai sur cette citation. Une classification philosophique, si elle est utile, jette une lumière sur notre situation en relation aux autres, en nous rappelant qu'il faut reconnaître qu'eux aussi ont de bonnes raisons pour choisir conformément à une maxime qui n'est pas la nôtre. Donc, on doit faire son propre choix, mais tout en restant, Wiedemann considère encore une fois ça comme absolument essentiel, tout en restant conscient du fait que les autres ont de bonnes raisons pour choisir autrement que nous. Et on retombe à nouveau sur ce fameux problème des bonnes raisons. Est-ce que ce sont des raisons rationnelles ou des raisons d'une autre nature? S'il n'y a pas de critères de décision rationnelle, dire qu'ils ont de bonnes raisons risque de signifier simplement que ce sont leurs raisons. Bon, point, c'est tout, que ce ne sont pas les nôtres. Vous voyez qu'il y a là une difficulté considérable, mais bon, dans laquelle je ne vais pas entrer, je ne vais pas essayer de pénétrer plus avant aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.